Bienvenue. C'est le Hardy Chema Podcast. Vous savez que quand vous nous écoutez, c'est le week-end. Yeah. Salut à tous nos auditeurs du côté d'Afrique, du côté du Sénégal, du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville, du Sénégal, du Malawi, de la France, des États-Unis, du Texas, là où je vis en ce moment. Salut à ma famille, mes amis qui m'écoutent partout dans le monde. Merci d'être avec nous. Hardy Chema Podcast. Yeah. J'aime trop cette chanson en fait. J'aime trop cette chanson. Et yeah. Oui, aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important comme d'habitude, mais d'abord, mes remerciements parce que, comme je disais, grâce à vous, on évolue chaque mois. On a des auditeurs qui nous écoutent de partout dans le monde. Et souvent, j'oublie même de citer certains pays parce que j'ai pas la liste devant mes yeux. Mais je remercie tout le monde qui nous écoute pour leur soutien. Je remercie mon entourage de m'avoir encouragé et surtout d'avoir donné des conseils constructifs sur notre podcast. Bientôt, nous allons recevoir des invités de la diaspora et du continent. Bientôt, on est en train de caler les jours parce que vous savez que tout le monde est busy. Mais on est en train de caler les jours pour pouvoir créer cette magie-là. Ma journée a été très, très productive. J'ai eu un échange avec un internaute là, sur ma page YouTube. Il disait que pourquoi tu conseilles les gens de ne pas venir en Amérique? Je n'ai jamais conseillé les gens de ne pas venir en Amérique. Ce que je disais, c'est que on a une idée biaisée de l'Amérique. Et j'ai des épisodes qui expliquent pourquoi ces idées sont biaisées. Et c'est mieux de s'éduquer et de savoir sur quoi s'attendre lorsqu'on vit aux États-Unis. Et les médias ont portrait des États-Unis comme ce pays où il y a tout, où les choses sont bien, mais c'est pas toujours le cas. Donc aujourd'hui, pour renforcer cette idée, j'aimerais m'appesantir sur le fait de pourquoi on a tant de jeunes qui veulent quitter l'Afrique, parce que c'est ça la réalité. Nous avons des jeunes qui veulent quitter l'Afrique, mais on doit savoir pourquoi ils veulent quitter l'Afrique. Pourquoi? Donc aujourd'hui, le podcast d'aujourd'hui sera basé sur cette raison-là. Pas cette raison-là, mais la raison derrière cette raison. Donc, pourquoi l'Afrique subsaharienne n'a pas un système économique conçu pour les entrepreneurs et les investisseurs? Pourquoi l'Afrique subsaharienne n'a pas un système économique conçu pour les entrepreneurs et les investisseurs? Et aujourd'hui, on va décortiquer ce thème avec des arguments à l'appui et des solutions. Parce que c'est bien de poser une problématique, mais c'est aussi bien de poser des solutions. Et nous allons remarquer avec des exemples réels pourquoi l'Afrique est toujours subsaharienne, bien sûr, l'Afrique est toujours en voie de développement. Donc l'Afrique subsaharienne, un continent riche en ressources, jeune en population et plein d'idées, mais aussi un continent où entreprendre est un parcours du combattant. Ici, on ne parle pas seulement de défis économiques, mais de l'absence d'un système structuré qui protège et multiplie les initiatives. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une question fondamentale. Pourquoi notre système économique n'est pas bâti pour les entrepreneurs et les investisseurs et surtout ce que cela change pour notre avenir? Parce que nous devons penser
à notre avenir. Nous sommes passés à... Excusez-moi. Nous devons penser à notre avenir. On doit penser à l'Afrique 2030, 2050, 2060. Donc, pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre la mécanique d'un système économique pro-entrepreneur. Comprendre la mécanique d'un système économique pro-entrepreneur. Dans les pays où l'entrepreneuriat prospère, il y a trois piliers essentiels. Un système bancaire solide qui finance les projets, même sans garantie excessive. Des lois claires qui protègent la propriété privée et les contrats. Un marché transparent où la valeur d'une entreprise peut être mesurée, transférée et revendue. On a un exemple concret. Aux États-Unis ou en Amérique, une petite entreprise peut lever des fonds via une banque, un investisseur privé ou même des plateformes de financement participatif. Si vous venez aux États-Unis et vous avez une idée et vous avez un bon crédit, vous pouvez aller à la banque, et si la banque ça ne marche pas, vous pouvez voir un investisseur privé qu'on appelle angel investor, qui veut dire en français un ange investisseur, c'est-à-dire que celui qui vient investir dans ton idée. On a aussi des plateformes comme GoFundMe, Kickoff, toutes ces plateformes-là où vous présentez votre idée et vous collectez de l'argent online sur le site internet pour financer vos idées. Donc, après ça, on a aussi le fait que les titres de propriété sont reconnus. Les transactions sont protégées par les tribunaux. Un investisseur sait qu'en cas de litige, la justice tranchera sur la base de la loi, pas sur des réseaux d'influence. Et nous avons encore ce problème dans certains pays d'Afrique subsaharienne où la loi souvent chavire vers les plus forts, les plus connectés. Et cela crée un problème parce que imaginez-vous qu'un jeune vient investir et parce qu'il n'est pas connecté, il perd son investissement à cause d'un vieux ou de quelqu'un de mieux connecté qui veut prendre son business. J'ai vu des cas comme ça, concrets, où un jeune a investi dans un poulailler, près de 100 millions de dollars, 100 millions de francs CFA. Et il a eu un litige avec un membre de gouvernement. Et à cause de ça, on a fermé son poulailler. Je crois que cet exemple était quelque part en Afrique de l'Ouest. Et cet exemple peut être trouvé aussi sur YouTube. Donc, on a déjà ce manque de mécanismes. On n'a pas des banques qui financent les idées. On n'a pas des investisseurs qui financent les entrepreneurs. Et on n'a pas un système judiciaire qui protège les acquis de ces entrepreneurs-là. Donc la question à se poser, c'est pourquoi cela bloque en Afrique subsaharienne? Premièrement, le financement est rare et inaccessible. Les banques préfèrent prêter à l'État ou à des grandes multinationales plutôt qu'aux PME locales. On a des banques de développement, on a le FMI qui prête de l'argent au gouvernement, mais on n'a pas de banque qui aide l'entrepreneur lambda. On n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Et lorsqu'elles prêtent, elles exigent souvent des garanties que la majorité d'entrepreneurs n'ont pas, comme le titre foncier ou des biens immobiliers. Vous savez très bien que l'idée peut venir de quelqu'un qui a des moyens comme de la personne qui n'a pas des moyens. Mais lorsque tu es en Afrique et que tu n'as pas de moyens, déjà au départ, il sera difficile pour toi de financer tes idées. Et c'est là, c'est un blocage. C'est un blocage que l'on doit reconnaître. Donc, c'est ça le premier aspect du problème. Le deuxième aspect, c'est lorsque ces banques prêtent, elles demandent
des garanties que la plupart des jeunes Africains n'ont pas. Et cela bloque l'innovation. On parle toujours de l'innovation, je vois des jeunes qui ont des idées, mais qui n'arrivent pas à développer ces idées-là à grande échelle, parce que il y a ce manque de financement. Le troisième point, c'est la faible protection juridique. Comme je l'ai évoqué plus tôt, les tribunaux peuvent être lents, corrompus ou influencés. Un contrat signé ne garantit pas tes droits. Un contrat signé ne garantit pas que tes droits seront respectés si l'autre partie est puissante. C'est grave. Un contrat signé ne garantit pas que tes droits seront respectés si l'autre partie est puissante. Le dernier point, c'est les infrastructures et coûts. L'électricité est chère et instable. Si vous vivez en Afrique subsaharienne, vous allez remarquer qu'il y a des coupures intempestives. L'électricité est chère et cela freine le développement, parce que le développement passe par quoi? Passe par l'industrialisation. Et la matière première de l'industrialisation, c'est l'énergie. Donc si on a du mal à maîtriser l'énergie et le coût de l'énergie, on ne motive pas les entrepreneurs à industrialiser nos produits sur place. Le deuxième point, c'est la logistique. La logistique qui coûte parfois plus cher que la valeur du produit. La logistique, c'est quoi? C'est le cheminement du produit d'un point du point de production au point de consommation. Vous savez que lorsque l'on produit un produit, lorsque l'on produit quelque chose, on doit l'acheminer. Et pour l'acheminer, on doit passer par les camions. Si on passe par les camions, ces camions doivent emprunter des routes. Et nous avons un problème de route. Nous avons un problème de route parce que le territoire subsaharien n'est pas interconnecté avec les routes. Et tout ce que j'ai expliqué a une conséquence directe sur l'emploi. Le chômage des jeunes en Afrique subsaharienne dépasse 30%. Dans certains pays comme l'Afrique du Sud, 20% au Nigeria, et reste très élevé dans les pays comme le Gabon ou le Sénégal. Les rares secteurs qui recrutent sont les banques et les télécommunications. Parce que ce sont des secteurs concentrés, protégés et souvent liés à l'État et aux grands groupes étrangers. Si vous avez quelqu'un qui a un bon boulot, une chance sur deux, il travaille pour une compagnie de télécommunications ou une banque. Le problème avec les banques et les compagnies de communication, elles ne recrutent pas assez. Donc il y a juste une petite population qui bénéficie de ces emplois, comparée à la majorité. Donc lorsque tu deviens diplômé et que tu ne peux pas créer ton entreprise ni trouver un emploi, tu finis par rejoindre l'économie informelle. Petit commerce, services non déclarés, ce qui limite tes revenus et ta protection sociale. Je connais beaucoup de jeunes diplômés aujourd'hui qui sont dans le secteur informel, dans le petit commerce comme on dit, mais ils ont du mal à éclore. Et ça, c'est un problème. Ce n'est pas un problème familial, c'est pas un problème communautaire, c'est un problème africain. Donc, quelles sont ces forces derrière cette réalité-là? On va d'abord parler de l'héritage colonial. Les structures économiques mises en place à l'époque étaient pensées pour l'exportation des matières premières, pas pour le développement local. Les lois commerciales étaient copiées sur des modèles occidentaux, mais jamais adaptées aux réalités locales. Nous n'avons pas la même économie. Pour être court,
L'économie française, l'économie portugaise, l'économie espagnole n'est pas la même économie que celle du Sénégal, de l'Angola, du Congo. Donc, on ne peut pas juste copier des modèles, il faut les adapter à nos réalités. Le deuxième point, c'est la priorité politique. Les gouvernements privilégient les grands projets visibles. Les routes, les stades, les bâtiments administratifs qui assurent le capital politique. Mais pas forcément un écosystème favorable aux petites entreprises. Parce que si vous voyez beaucoup des pays émergents en Afrique, en Asie et aussi en Amérique du Sud, vous allez voir des grands buildings, vous allez voir des grands centres commerciaux. Mais posez-vous la question, c'est quoi le taux de chômage dans ces pays-là? Le troisième point, c'est l'influence des grands groupes. Certaines multinationales préfèrent que l'environnement reste difficile pour éviter la concurrence locale. C'est vrai. Parce que plus il y a la concurrence, plus les prix vont baisser. Et si les prix baissent, les profits de ces multinationaux vont baisser aussi. Et si ces multinationales baissent, ils n'auront plus le monopole. Et ce sera un problème pour eux. Et c'est à y penser. Donc c'est quoi l'effet domino de l'investisseur à la diaspora? Quand l'économie locale ne permet pas d'investir avec sécurité, les investisseurs locaux placent leur argent dans l'immobilier ou à l'étranger. Vous remarquerez que la plupart des gens riches en Afrique placent leurs capitaux à l'étranger. Pourquoi? Parce que c'est sécurisé et c'est rentable et protégé. Les talents fuient vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie. On a des jeunes qui quittent l'Afrique pour aller en Europe. On a des jeunes qui quittent l'Afrique pour aller en Asie. Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas propice pour leur explosion économique et sociale. La diaspora envoie de l'argent pour soutenir la famille. Mais cet argent ne circule pas dans un système structuré. Il alimente surtout la consommation par l'investissement productif. Vu qu'on n'a pas développé des piliers de l'investissement dans nos environnements, l'argent que nous on envoie au pays n'est fait que pour la consommation, pour subvenir aux besoins premiers, la nourriture, les vêtements et le loyer. Mais ce n'est pas pour développer, parce que les structures ne sont pas là, mises en place. Donc, ma conclusion, c'est quoi? Sans un système qui protège et encourage, nous continuerons à exposer nos talents. Nous continuerons à exporter nos talents et importer nos produits. Les réformes ne viendront pas seulement d'en haut, elles viendront aussi des entrepreneurs qui s'unissent dans la diaspora, qui investissent stratégiquement et de la pression citoyenne pour exiger un environnement économique juste. La question que je vous pose alors c'est, et vous, dans votre vie, qu'est-ce qui bloque le plus pour qu'un jeune puisse lancer son entreprise? Le manque de financement? La loi? Les infrastructures? Partagez votre réponse parce que c'est en parlant qu'on commence le changement. Si tu veux te préparer à ce changement, suis-nous sur The Hardy Chama Podcast. Écris-nous sur hardygroupllc@gmail.com. Et l'année prochaine, on va lancer un défi à 4 entrepreneurs sur la diaspora africaine qui viendront avec des idées que nous financerons, moi et un groupe d'investisseurs basé ici aux États-Unis. Restez à l'écoute pour savoir de quoi il s'agit. Allez, merci de m'avoir écouté et à bientôt.